je me suis rappelé qu'à ce moment-là, je me suis vraiment dit, ben voilà, en fait, j'avais de l'argent et tu vois, même moi, je suis pas foutu de le garder. Finalement, voilà, je suis comme ma famille, je ne peux pas garder de l'argent. Et je suis vraiment parti dans cette optique-là sur toute ma vie après. C'est-à-dire que je ne peux pas garder de l'argent. Je ne dois pas gagner trop d'argent. Donc j'ai accepté d'être sous-payé. Et je ne peux pas garder beaucoup d'argent. C'est pas possible. Parce que je ne peux pas. Je ne sais pas quoi faire avec, etc. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Cédric. Salut Fabrice. Comment ça va ? Écoute, ça va. Je viens d'enregistrer un épisode, je sors de ce moment de concentration intense. Ouais. Donc t'as enregistré en tant que hôte du podcast. De ton podcast Papatriarcat. Ouais, exactement. Dont je mettrai en lien. Voilà. Dans les notes de l'épisode, si vous voulez découvrir le travail de Cédric, pour les gens les plus assidus d'Histoire d'argent, ils t'auront peut-être reconnu en se disant, mais Cédric, ça me dit quelque chose, ça. Parce que t'étais venu faire le premier Histoire d'argent de couple. Oui, exactement. Avec ta femme, il y a 1 an et demi, je crois. Enfin, t'étais venu à la maison, surtout. Oui. Disons-le. Vous m'avez accueilli, merci beaucoup pour ça, c'est très sympa. Et en fait, l'argent est on peut dire que tu es un auditeur fidèle du podcast depuis un petit moment. Oui, bien sûr, oui. Depuis le premier épisode avec Christian Junot. Ah ouais, donc oui. À l'époque. C'est ça, et puis... et que c'est un sujet qui t'intéresse et qui te... au-delà de ça même, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse, oui, bien sûr. Et j'ai même... je me suis même offert. J'ai investi sur moi, je me suis offert un accompagnement coaching que j'ai toujours pas terminé par ailleurs, avec Christian. Du coup, un de ses programmes, avec Christian Junot. Et c'est marrant parce que tu vois, moi-même qui ai fait une thérapie il y a 10 ans maintenant, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est vrai que j'ai vu que rien qu'avec l'argent, il y avait encore des choses, tu vois, qui étaient vachement en lien. Alors ouais, il y a toujours des choses. Et crois-moi, ça fait 2 ans là que je suis en train de bosser sur mon rapport à l'argent. Enfin, même plus, parce que depuis la vente de Mademoiselle, donc 3 ans, que je suis en train de bosser sur mon rapport à l'argent. Et là, je suis en train de me former pour devenir spécialiste de la relation à l'argent, donc devenir coach, en fait, accompagnant. Et on se fait, l'un des trucs de la formation, c'est qu'on se coach tous ensemble. On se coach et on coach les autres. Donc voilà. Donc on est obligé de faire 10 coachings, 9 coachings. On est 10. Et crois-moi, faut gratter, mon gars. Et putain, j'ai encore trouvé des trucs, j'étais là, putain de merde. Il y a toujours des trucs cachés. Donc ouais, c'est un travail de longue haleine et même quand t'as l'impression, parce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir déblayé le plus gros, quoi, tu vois, les peurs de manquer, etc. Mais en fait, la peur de manquer, elle vient se foutre dans des coins, dans des recoins que j'avais pas du tout identifiés. Je dis, ok, ça je l'avais pas vu venir. Très bien. Donc bon. Work in progress, de toute façon. En tout cas, merci beaucoup de venir seul. Parce que j'imagine que ça va pas du tout être la même discussion qu'avec... Ça dépend des questions que tu me poses. Avec ta femme. En fait, moi, effectivement,
je me demandais déjà par rapport à il y a 1 an et demi. Ouais. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez aller écouter. Peut-être aller écouter cet épisode d'abord avec Noëlla afin que. Tu cherches une mise à jour d'ailleurs dessus Bah, justement, j'allais te proposer Ok. de faire un petit peu l'update de tout ce qui s'est passé pour toi, en tout cas, et peut-être même pour vous, depuis cette année et demie, où toi-même, j'ai un peu l'impression que tu as travaillé sur ton rapport à l'argent. Ouais. Rappelons que tu as été salarié pendant des années auparavant, et en fait, c'est ta première expérience de freelance, en tout cas en solo, où il faut que tu t'ailles chercher toi-même ton argent plutôt que de le recevoir à la fin de chaque mois. Donc ça aussi, j'imagine, c'est un peu déstabilisant. C'est très déstabilisant. Ouais. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et en plus de ça, vous êtes aussi en train d'attendre un deuxième enfant. Ouais. J'imagine que ça vient en rajouter une petite couche, quoi. Ouais. Ça vient rajouter une couche de crainte, notamment, tu vois. Ouais. Juste pour l'update, par rapport à l'épisode, avec Noëlla, dans le couple, on a depuis créé un compte commun qui sert à toutes les charges, à mettre de l'argent de côté pour Sarah, donc notre premier enfant. Et qui Le sert deuxième n'aura pas le droit. Si, bien sûr. On verra. On verra. Ça dépend comment il est. Voilà. Si c'est une fille, on n'aura pas le droit, c'est bon. Tu es un mec. Mais peut-être que je le sais déjà. Oh et si tu veux, c'est vrai que ça a simplifié beaucoup de choses en fait, tu vois. Le fait d'avoir un compte commun avec l'épargne pour les vacances, pour les grosses dépenses et tout, ça a simplifié beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai que vous avez automatisé ça? Ouais. En termes de flux bancaire, on va dire. Ouais. Okay. On a tout calculé, mais vraiment tout. C'est-à-dire que même l'abonnement Netflix, il est compté et tout. Vraiment tout calculé au mois et tout. Il y a des choses où en fait, si on va mettre de côté sur l'année, par exemple là, tu vois, j'ai acheté le bois de chauffage qui arrive tous les 2 ans, ça coûtait 355 €. Bah du coup, on a un compte sur lequel il y a des sous qui permet de basculer ça, et ça c'est compté en fait dans la mensualisation. Donc ouais. Vous avez taffé quoi. Noëlla a beaucoup. C'est Noëlla de son côté qui a voulu le faire. Enfin, on l'a fait ensemble, mais c'est elle qui a eu cette idée-là de vraiment tout mensualiser pour qu'on ait aucun problème là-dessus, y compris le budget vacances et tout. Donc non, c'est. Rappelons que Noëlla, pour caricaturer ou pour simplifier, a une grosse peur de manquer. Ouais. Voilà. Ça pour faire que je fasse un épisode seul avec elle. Mais... Oui, à l'occasion. Vraiment. Après, en plein postpartum, ça sera bien. Oh. Waouh. Et donc il y a ça. Et c'est vrai que si tu veux, on donne donc chacun avec sa proportion, c'est-à-dire qu'elle donne 2 tiers, je donne 1 tiers. Ok. Par rapport à ce que vous gagnez, donc tu veux dire. Ok. Et ça, tu vois, ça permet d'équilibrer le truc. Et en plus, t'es plus en train de te demander si qui paye par rapport à ce qu'il gagne, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent est là. L'argent est là, l'argent est donné une fois. Ensuite, t'as ton budget à toi, tu fais ce que tu veux. Donc, bien évidemment qu'on n'a pas le même budget, les mois à la fin. Ouais. Mais c'est cool, tu vois, c'est cool. Et même, il y a eu, tu vois, il y a des moments où pareil, tu vois, donc il y a le cadre. On dirait qu'on parle d'éducation, mais t'as le cadre, et puis des fois on peut sortir un peu du cadre. Par exemple, pendant les vacances, j'avais eu un bon sponsoring, j'avais un petit peu plus de budget que d'habitude. Bon, bah, j'ai pu payer un Airbnb en plus que ce que j'aurais dû payer, voilà. Et c'est cool, tu vois, c'est cool, on s'adapte, on se réadapte, donc c'était plutôt chouette. Et c'est vrai que ce compte commun, cette façon de fonctionner, ça donne beaucoup de sérénité sur plein de sujets. Puis Noëlla, ça lui permet de vraiment regarder nos dépenses, tu vois, du foyer, et du coup, elle s'occupe pas des miennes. Oui, parce que c'était un vrai sujet où. Mais oui. En fait, tu regardes pas les dépenses de l'autre, parce que en fait, si à un moment j'ai plus de thunes, je me mets dans la merde, mais le foyer tourne. Dans tous les sauvegardé. Voilà, le foyer est sauvegardé. Donc ça, c'était intéressant. Ça, c'est l'update majeur sur notre fonctionnement de couple. Ok. Après, dans la vie du couple, bien entendu, il y a l'arrivée de bébé. Qui moi, en termes d'argent, je me dis, ok, il va falloir que j'arrive. Alors peut-être qu'on y reviendra après, parce qu'il faut peut-être faire le début, mais c'est vrai que Noëlla, elle, ça lui a posé, elle en parlera mieux que moi, donc je vais juste faire une petite phrase, et ça lui a quand même posé une grosse crainte, parce que elle, quand on dit congé maternité, on dit, elle est pas payée, quoi. Rappelons qu'elle est dentiste. Elle est chirurgienne dentiste, ouais. À son compte, elle est libérale, donc effectivement, c'est le congé maternité des femmes libérales est vraiment réduit à peau de chagrin. Ouais, bah, on peut dire que ça vaut rien. Enfin, après, il y a libéral et libéral, si tu veux, mais elle a un cabinet à faire tourner, et le cabinet coûte de l'argent, quoi qu'il arrive. C'est 150 € par jour, un cabinet dentaire. Donc, voilà. Une fois que tu sais ça, t'imagines les charges, et tu te doutes bien que quand on te file, même si on lui filait 1500 balles par mois, ça va pas du tout, quoi. Donc, ok. Et dans cet état d'esprit, par rapport à sa peur de manquer et tout,
ça, je sais pas à quel point ça vous concerne, tu vois, mais l'enfant numéro 2 est venu de façon assez naturelle. Parce que non, mais je te pose cette question parce que je sais à quel point ça peut être aussi un frein, tu vois, pour. Ouais. Alors après, on n'a pas tant vu un deuxième enfant comme un budget. Ouais, je sais. C'en est un, tu vois. Mais on l'a pas vécu comme ça. C'est pourquoi. Bien sûr que je te pose cette question parce que on est dans l'histoire d'argent. Je me doute bien que c'est. Non, mais par contre. Vous êtes pas dit putain, ça va coûter. Par contre, après, moi, j'ai une théorie là-dessus, mais je la laisserai répondre si elle le souhaite. C'est que je pense que, tu vois, par rapport à l'argent qu'il y avait à avoir de côté pour faire son congé mat, en tout cas, le bébé n'est pas venu tout de suite. C'est un sujet. Et à partir du moment où l'argent a commencé à être disponible pour son congé mat, le bébé est arrivé. Bah, tu sais que mon ex-femme a vécu exactement la même chose. Donc, pendant 6 mois, en fait, c'était compliqué. Enfin, ça marchait pas. Alors encore, tu vois, on se disait bon, ok. Et en fait, à chaque fois, c'était compliqué pour elle. À chaque mois où elle avait ses règles, etc. Et en fait, à un moment donné, je lui dis non mais c'est quoi le souci, quoi, tu vois, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Vas-y, viens, on en parle. Est-ce que tu as des peurs derrière et tout? Et en fait, elle venait de monter sa boîte 1 an avant. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, mais j'ai hyper peur de ce que ça va donner. J'ai peur de faire couler la boîte. Elle avait une associée. Elle dit, putain, en plus, ça va la foutre dans la merde, elle et tout. J'ai dit, mais vas-y, va lui en parler. Elle a 15 ans de plus que toi. Elle a l'expérience et tout. Elles en ont parlé, ça s'est super bien passé. Le mois d'après, elle était enceinte. Non, mais voilà. Alors après, Noëlla, j'en ai parlé, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ma théorie. Ouais. Mais voilà. Bon, c'est juste. Ça sera l'occasion qu'elle vienne ici expliquer. C'est des constats, quoi. Tu vois, c'est juste. Moi, vraiment, j'ai constaté ça. Je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est décoincé psychologiquement en toi, quoi. Tu vois, t'avais peur et d'un seul, ça s'est libéré. Voilà, je crois. Après, il n'y avait pas de contraintes physiologiques, quoi, a priori. Bah, nous non plus. Donc, ok. Voilà. D'accord. Et toi, à titre personnel, depuis 1 an et demi, comment t'as avancé et comment tu as progressé sur le sujet de l'argent? Ah, bah, écoute, ou régressé d'ailleurs, parce que c'est pas forcément toujours en avant, quoi. Non, bah déjà, j'ai pas de problème. Alors après, j'avais pas spécialement de problème à parler d'argent. Tu vois, on avait fait un épisode dans mon podcast où on parlait du fait d'exposer ma fille. Peut-être qu'on y reviendra, mais le fait que j'ai osé parler d'argent en associant le fait de parler de l'image de ma fille, ça a choqué les gens. Et ça, ah oui, même des gens une personne très virulente, que ça a vraiment saisi, tu vois. On va en parler. Donc, ok. Et non, ce qui a vraiment évolué, c'est... je vais aller dans le vif du sujet tout de suite. Notamment, je me rappelle déjà, il y a un moment clé, c'est la présentation de Christian, de sa fameuse formation. Christian Junot. Christian Junot. Le soir où il fait juste sa présentation, je l'avais pas encore acheté du coup. Tu sais, je fais du coaching aussi, de l'accompagnement, et du coup, je passe mon tarif de 50 € à 80 €. Le soir même, sur mon site, je dis, par rapport à ce que Christian expliquait, je me dis, mais oui, pourquoi je fais ça? Pourquoi 50 € de l'heure, 80 € de l'heure. 50 € de l'heure, 80 € de l'heure, avec une précision qui est que si jamais la personne n'a pas les moyens de payer 80 €, elle me contacte et on voit. Et aujourd'hui, si tu veux, 40% environ des personnes que je peux accompagner, soit de manière continue ou ponctuelle, il y a un tarif adapté. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec des personnes que je suis qui, elles, payent bien 80 € et qui ont vu la petite ligne et qui m'ont dit, et toutes les personnes, vraiment toutes m'ont dit, j'ai les moyens de payer 80 €. Si ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir ton accompagnement, c'est super, quoi. Very de gauche. C'est un peu le qui a fait suspendu. Voilà. Very mutualiste. Et c'était important pour moi parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui a grandi dans un milieu populaire très de gauche. Et c'est quelque chose, tu vois, où j'avais un peu de mal. Et j'aimerais bien faire un petit historique là-dessus parce que l'argent, si tu veux, c'était ça. Et l'argent, mais aussi le salariat. Tu vois. Mais surtout l'argent. Quand tu dis c'était ça, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un vrai héritage familial derrière. Je me rappelle d'un moment. Dis donc, tu serais bien le premier invité. C'est dingue, dis donc. Qui aurait un héritage familial par rapport à l'argent. mais c'est intéressant parce que tu vois, déjà très petit, quand j'étais à l'école primaire, je vendais les chocolatines et les croissants. Rappelons que Cédric vient de Bordeaux. Donc alors, pardon.
Je vendais des viennoiseries. Faut être inclusif. Et c'est vrai que si tu veux, voilà, j'aimais bien compter l'argent, vendre de l'argent, enfin vendre des trucs. Je tenais ça. J'ai souvent été trésorier ensuite dans les trucs, machin. Ah, ok. J'étais proche de l'argent. Mais ça, je m'en suis rendu compte. Tu vois, quand tu regardes ton parcours dans la formation de Christian, quand tu regardes ton parcours avec l'argent, ta relation avec l'argent, tu te rends compte que j'ai toujours aimé être proche de l'argent. Et est-ce que t'aimais être proche de l'argent? Parce que moi, les comptables, c'est mes préférés. Hein. Ouais. Ils ont tous peur. Hein. Non. Souvent, les comptables, les gens peut-être qui écoutent, les comptables, les contrôleurs de gestion, tous les gens qui travaillent dans l'argent, ils sont près de l'argent parce qu'ils ont besoin de le contrôler. En fait, moi, si tu veux, c'était aussi parce que à la base, on n'avait pas beaucoup d'argent. Tu vois. Alors, je tiens à préciser un truc. J'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais eu faim. Enfin, tu vois, voilà, on n'était pas là-dedans. Mais on n'achetait pas du Nutella, tu vois. On achetait de la pâte à tartiner, Bah oui. le pouce aujourd'hui, on dit, tu vois. Oui. Mais en bas du rayon. Quoi. Mais voilà, et j'avais plein de trucs à manger. Ma mère cuisinait de très bons trucs, mais il y avait pas, j'avais pas beaucoup de vêtements de marque, même très très peu. Et c'est vrai. Et par exemple, tu vois, pour m'acheter des bonbons, je m'achetais pas de bonbons parce que non. Et puis c'était peut-être pas plus mal, hein, maintenant, mais bref. À l'époque, j'aimais bien ça. Et en fait, il m'est arrivé de piquer dans la caisse quand j'étais gamin. Dans la caisse des de la viennoiseries. viennoiserie. 10 francs. À l'époque, c'était en francs. Et j'allais acheter des bonbons. Et c'est marrant parce que le directeur s'en était rendu compte. Et il m'avait dit, écoute, ma foi, c'est un salaire. Vas-y. On n'a qu'à dire, c'est 10 francs par jour que tu prends. Tu vois. Mais donc, il t'avait convoqué, c'est ça? Ouais, ou pour t'engueuler? Non, il m'avait demandé de lui montrer, tu sais, tu notes les ventes et tout. Ouais. Et il m'avait dit, il manque des sous, c'est quoi? Et moi, en plus, j'avais répondu, écoute, écoutez, parce qu'on tutoyait pas le maître. J'avais dit, écoutez, j'ai pris des sous, quoi. Ok. T'avais de la culpabilité? Ouais, j'avais de la culpabilité, bien sûr. Mais en même temps, je trouvais ça normal. T'as pas menti? Non, j'avais pas menti. Mais en même temps, je trouvais ça normal, quelque part, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, on n'a qu'à dire que c'est ton salaire. Ok. Tu vois. Ok. Donc, c'est bizarre que tu vois, après, en y repensant, que ça se soit passé comme ça. C'est-à-dire que tu as été obligé de piquer dans la caisse pour finir pour finir par qu'ils te disent, ok, bah t'as raison, en fait, fais-en un salaire, quoi. Mais tu vois, je me suis vraiment demandé parce qu'il y a eu d'autres trucs, genre par exemple, je volais quand j'étais petit aussi, enfant et pré-ado, je volais. Il y avait comment ça s'appelle, un Shopee. Ouais. À l'époque. Une petite épicerie, quoi. Voilà. Une grande épicerie, quand même. Okay. Et je volais genre des Kinder, tu vois, des trucs qu'on n'achetait pas, nous. J'en volais. Et toujours des bons becs, alors. Enfin, des sucreries, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'étais gros. Mais en tout cas, je volais. Tu vois, je volais. Et un jour, je me suis fait gauler par le directeur qui était un ami de la famille et qui m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle les gendarmes, machin. Voilà, je me suis fondre en larmes. Voilà, il m'a dit, écoute, si t'arrêtes, t'arrêtes tout, mais tu voles plus jamais. Et on en reste là, tu vois. Et du coup, tu vois, en repensant à tout ça, j'ai vraiment interrogé ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'avait fait faire ça? Parce que je m'étais dit, tu vois, avant de parler de l'argent, je m'étais dit, j'étais un petit con, je fais des conneries comme tout le monde. Sauf qu'en fait, non. Maintenant, j'ai compris, si tu veux, que c'était parce que derrière ce fait qu'on n'achète pas, on me dit toujours, on n'a pas les moyens, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et moi, je voulais être. Tu vois. Et via ce biais-là, je pouvais être. Et en plus, ça avait une autre vertu, c'est que quand je volais dans les magasins, si tu veux, moi, j'étais le gars qui allait voler des trucs et je partageais avec les autres. Ah oui. Ça me fait un peu penser, j'ai écouté ton épisode avec Juliette, tu vois, quand elle raconte... Juliette Katz. Juliette Katz, bien sûr. Qui a acheté des Mars et tout, là, qui a été celle. Mais en fait, c'était pareil, sauf que moi, j'avais pas l'argent. Ouais. Donc, je faisais autre chose. Et en fait... T'achetais de l'amour quelque part avec cette... Complètement. Okay. T'achetais de l'amour, t'achetais une utilité dans le groupe aussi. Ouais. Tu vois, t'avais cette utilité. T'avais un rôle. Exactement. Elle va se retrouver plus tard quand je lui dis du shit et de la weed et tout, tu vois. T'as dit du shit et de la weed? Oui, je l'ai dit dans c'est vrai, je me souvenais plus. Mais oui, non, mais tout ça, c'est très lié, en fait. Et c'est très illégal, mais c'est très lié. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est vraiment... C'est l'argent facile, quoi. C'est l'argent facile. Alors, juste sur la partie, tu vois, vraiment à l'école primaire et tout, où je volais, machin. Enfin, tout ça, c'était très lié à cette image qu'on avait, que j'avais de on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, et puis nous, on n'est pas comme eux, là, qui ont plein d'argent. Ouais. Tu vois, je voyais mon père qui pouvait, quand quelqu'un faisait construire une piscine, par exemple, dire, voilà, regardez, ils font construire les piscine. riches, là. Mais nous aussi, on pourrait, si on voulait, mais bon, on met l'argent ailleurs. Enfin, en fait, il y avait vraiment ce double discours dont on n'a pas les moyens, mais en même temps, si je veux, je peux.
Et il y a eu... C'est bizarre ce truc de si je veux, je peux. Ouais, je pourrais, tu vois. Tu lui en as reparlé? Non, non, c'est pas le genre de sujet qu'on évoque avec mon père. Ah ouais, grand Dieu. Pourtant, il y a sans doute des trucs à Grand creuser. Dieu. Ah, mais moi je suis prêt à les creuser, toi, Ah, pas tu lui. sais. Ok. Mais pas lui, non, mais c'est comme l'éducation, tu vois. Oui. Il y a des sujets, bon, ben voilà. Ok. Bon, c'est enterré. Peut-être qu'il écoutera le podcast, ou peut-être comme la fois il m'a vu raconter mon éducation à TPMP en live devant 2 millions de personnes, il a pété un câble. Et là, on en parle. Donc peut-être, on verra. Ouais. Mais il y a des trucs intéressants. Mais encore une fois, en plus, je le précise, si jamais papa, tu passes par là, tout ce que je dis là, il y a aucune critique envers Ouais, toi. bien sûr. C'est pas ça. C'est absolument pas ça. Je dis ça parce qu'il va y avoir un autre passage qui va directement le concerner. Et si tu veux, il y a ça. Et à un moment, si tu veux, ce rapport à l'argent. Et puis on était toujours nous dans, on n'a pas d'argent, quoi. On n'a pas d'argent. Et en même temps, on manquait de rien, tu vois. Et c'est vrai que mes parents me disent ça aussi. Mais tu manques de quoi, tu vois. Enfin, t'as des chaussures, t'as des vêtements, machin. Mais je me rappelle aussi qu'on avait une voiture où il y avait un trou dans le plancher. Enfin, tu vois, il y avait. J'ai aussi la voiture avec le trou dans le plancher. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Et surtout, je voyais, si tu veux, vraiment beaucoup d'amis qui avaient, alors beaucoup qui étaient quand même dans ma situation, mais aussi beaucoup, voilà, où il y avait un étalage de, moi j'ai une piscine, et moi j'ai des Nike, et moi j'ai machin, et moi j'ai des bonbons, et moi j'ai des bonbons, et j'ai des biscuits de marque. Voilà, nous c'était pas ça. Et c'est vrai que donc j'ai voulu tendre peut-être vers ça, tu vois. Et alors, du coup, si tu veux, j'ai vraiment vu ça autrement. C'est-à-dire que j'étais là, il y avait un rapport à l'argent. Même derrière le vol, si tu veux, puisque je dépensais pas d'argent. Mais je volais parce que je n'avais pas cet argent. Je pense que si j'avais eu l'argent, j'aurais acheté. Tu vois. Mais ça me permettait de montrer que je pouvais avoir cette place aussi. Et vraiment très jeune. Hein. C'est ça qui m'a fait halluciner, si tu veux. C'est que c'était vraiment très, très jeune. Tant qu'on est dans l'illégalité, allons-y. Il y avait ce moment aussi où... J'ai vendu des armes. Allez, bonne journée. Non, par contre, j'ai arrêté de dealer à cause des armes. Putain. Mais tu te rends pas compte quand t'es gamin, tu vois, Ouais. non plus dans quoi tu mets les pieds. Donc ça peut servir à des parents aussi qui écoutent. C'est que, en fait, si tu veux, au collège, je commence à fumer. D'abord des bédos, donc à 13 ans. Waouh. Ouais. Mais franchement, c'était une bonne expérience. C'était la fête de la musique au collège ou la fête du collège à Créon. Non, c'était la fête de la musique à Créon, là où j'étais au collège. Et en fait, à un moment, si tu veux, j'arrive autour d'un feu. Enfin, je vois des gens qui ont fait un feu, qui sont autour d'un truc. Il y a un truc qui tourne et on me propose de tirer dessus. Je tire dessus. Je me mets bien. Mais j'étais vraiment dans un truc, si tu veux, où en fait, mon premier contact avec la weed, en l'occurrence, c'est un truc de partage avant tout, tu vois, ouais. C'est un truc très collectif. On revient au partage. Ouais, et voilà, et du coup j'étais là, ouais, c'est cool et tout, tu vois. Et du coup je commence à fumer quelques bédos comme ça, bien entendu, j'arrive à la clope à 14 ans. Et puis à un moment, très logiquement, quand tu commences à consommer, ça a un coût, mais t'as pas de thune. Donc, pour pouvoir financer ta consommation, tu te rapproches de ton vendeur et tu dis, moi aussi j'aimerais bien faire comme toi, tu vois. Et donc tu commences à vendre. D'abord pour financer ta conso et ensuite pour gagner un peu de thunes. Mais d'abord pour financer ma conso parce que j'ai beaucoup consommé. Genre au lycée, tu vois, je me levais, je me levais à 6h, le bus était à 6h40 ou 6h45. Je partais à 6h30, je claquais une douille. Je sais pas si tu vois. Ouais. Une pipe à eau ou un bang pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que dès le matin, je claquais une douille, tu vois. Je fumais du tabac à rouler, j'ai frité 10 grammes de shit dans mon tabac à rouler direct, comme ça c'était fait pour la journée. Quand je fumais des clopes, je fumais des bédos. Ouais. Wow. Et je dealais. Et au début, bien sûr, je dealais petit, tu vois. Et petit à petit, tu deals un peu plus. Et je commence à rentrer un peu de thunes. Et en plus, t'es le pote de plein de gens, parce que c'est toi le dealer, tu vois. Donc soit ils peuvent fumer gratos quand ils sont avec toi, soit potentiellement ils veulent des prix, soit, enfin voilà. Donc on revient sur le mec cool, tu vois. Voilà. T'es le mec cool. Puis en plus, comme j'étais pas, alors je faisais du sport déjà à cette époque-là, mais tu vois, j'étais pas la star, j'étais pas le gars populaire et tout machin, donc tu te crées un rôle, quoi. Je me crée un rôle. Et alors ça s'est arrêté, je suis pas allé sur mon ça s'est arrêté à la fin du lycée, tout simplement parce qu'à un moment on va chez mon dealer et moi je pensais que le gars, tu vois, il faisait juste de la weed. Alors je sais qu'il fabriquait du beurre aussi, du beurre de cannabis, mais je pensais qu'il faisait juste, tu vois, des trucs weed, shit, basta. En fait, il faisait d'autres trucs. Et on arrive chez lui et je vois que la serrure a été défoncée, explosée. Alors je sais pas avec quelle arme, en tout cas elle a été explosée. Et là je me dis, waouh, c'est chaud.
Et je dis, c'est quoi ça? Il me dit, non, mais c'est parce que j'ai des problèmes avec un gars et tout. Donc, moi, j'avais 17 ans, le gars en avait 25, hein, tu vois. Maintenant, avec le recul, tu te dis, putain, le bâtard, il est en train d'exploiter des petits Bien lycéens sûr. et tout. Enfin, voilà, tu vois tout ça. Et Petite pyramide de Ponzi, quoi, tu vois, en exactement. Mais qui implique des armes en l'occurrence. Et du Oui. coup, là, je vois de la coke, je vois de l'héros, je vois d'autres choses, et je me dis, mais je veux pas ça. Elle me dit non, mais t'inquiète et tout, faut pas s'inquiéter. Des fois, ils s'énervent et tout. Bon, faut juste pas être là quand ils sont énervés. Faut faire gaffe. Mais t'inquiète, je vais régler mes comptes, machin. Et le gars, en effet, avait une arme chez lui. Et là, je me suis dit, mais non, moi, c'est pas possible. Et donc et pas ce jour-là parce que j'étais pas idiot non plus, mais quelques temps après, je lui ai dit écoute, en fait, je peux plus continuer parce que en fait à ce moment-là, je devenais aussi arbitre de hand et je lui ai dit voilà, je peux pas continuer parce que je vais me concentrer sur le handball et tout, tu vois, machin. Le gars c'était un pote aussi, tu vois. Et je lui avais dit par contre, toi, enfin peut-être que faudrait que tu réfléchisses à faire autre chose, quoi. Et mais en attendant, si tu veux, ça m'avait fait rentrer de la thune aussi. Et donc je suis devenu aussi donc ça c'était pour la partie illégale. Là, on est jusqu'à la fin du lycée, donc j'ai réussi à avoir de la thune de manière tout à fait illégale et un statut de façon tout à fait Incroyable. mais tout ceci me servira dans ma carrière en plus. Mais parce qu'en fait, quand t'apprends à contourner la loi, t'apprends aussi des techniques. Tu connais aussi des comportements, tu sais, de manière un peu presque Intuitive, quoi. intuitive. Tu identifies des comportements et ça me servira plus tard, notamment chez McDo, à identifier des gens qui piquaient dans les caisses. Tu vois, en tant que manager, j'ai pu identifier des gens qui piquaient dans les caisses parce que je voyais des choses qui pour moi étaient que les autres détectaient pas. Ouais. Tu vois. Ça me servira aussi dans le handball en étant arbitre parce que je voyais des choses, des regards, tu vois, sur le terrain, des joueurs fourbes. Exactement, les petits fours, voilà. Ceux qui te mettent des doigts dans le cul sans prévenir au pivot ou qui lui arrachent les couilles. Non, mais c'est des vraies histoires. Oui. Moi, j'étais arbitre de basket. C'est moins violent, hein. Laissez-moi vous le dire. Ceci dit, ça envoie des coups dans la gueule. Mais oui. Il y a toujours il y a toujours un vicieux. Il y a toujours au moins un vicelard. Et donc, il y avait vraiment ce côté, je vais manquer, tu vois. Et puis, en fait, après, avec le fait de conduire, le fait de gagner en autonomie, en fait, tout simplement, le fait d'avoir une source de revenus légale, l'arbitrage, le fait de pouvoir travailler l'été, justement parce que je pouvais conduire, grâce à mes parents, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je dise quand même, c'est que j'avais peut-être pas des trucs de marque, j'avais peut-être pas ceci, cela, sauf qu'en attendant, on m'a payé le permis dès la conduite accompagnée et on m'a payé ma première voiture. Ouais. Tu vois. Et il faut pas l'oublier. Il faut savoir dire merci à ses parents. Non, mais c'est important. Et on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais en tout cas, l'essentiel, si tu veux, ce qui allait déclencher l'autonomie était assuré. Donc ça, c'était important. Et en même temps, j'avais peur de gagner trop d'argent. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à un moment, l'argent que j'avais, fallait que je le dépense. Parce que chez nous, on était des gens qui n'avaient pas d'argent. Tu vois. Et je me rappelle de cette phrase de mon père. On pourrait, mais on le fait pas. C'est ça. C'est un peu comme la piscine. Non, totalement autre chose. Tu sais, quand t'es en seconde, tu fais de l'économie un petit peu. Enfin, à l'époque, tu faisais un petit peu de S. Ouais. Avant de devenir L ou S. Donc moi, en fait, selon la façon, je vais pas dire selon les plans de mon père, mais selon la façon dont je vivais les plans de mon père, soit j'allais en L pour être avocat, soit j'allais en S pour être médecin. Ok. Qui soit dit en passant, c'est une profession qui quand même génère beaucoup d'argent. Enfin, avocat pas forcément, mais qui peuvent générer beaucoup d'argent. Il y a des avocats qui peuvent gagner beaucoup et il y a des avocats qui peuvent gagner moins beaucoup. Exactement. Par rapport à leur propre rapport à l'argent. Exactement, les médecins aussi d'ailleurs. J'en ai une dans l'histoire d'argent qui n'est pas encore diffusée. C'est gratiné, crois-moi. Ah, ça va être bon ça. Mais si tu veux, en fait, à un moment, on a un secours de S et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et vraiment, j'adore. Et j'en parle à mon père. Je me rappelle, on est à table, tu vois, enfin, ou je sors de table, je sais plus, je dis, ouais, c'était super, le cours de S et tout, on a parlé de Fordisme, machin, séparation du travail, calcul de rentabilité, machin et tout, enfin, j'étais là, c'était trop bien, quoi. Et lui me dit, non, jamais tu vas là-dedans. Chez nous, on fait pas ça. Tu vois. Ça, c'est pour les patrons, ça c'est pour ceux qui exploitent les autres. Non, nous, on n'est pas patron, on devient pas machin, on devient pas des sales riches, machin et tout. Et alors, je te dis ça, c'est peut-être pas les mots qu'il a utilisés. Ouais. C'est il faisait quoi ton père comme métier ? Mon père était fonctionnaire. Ok. Il est rentré agent normal, il a fini cadre formateur. Bah oui. Voilà. C'est sûr que c'est l'opposé total en termes de vision du monde des entrepreneurs, quoi. Et mais en attendant, si tu veux, vraiment, je me suis dit, en fait, ça a vraiment renforcé ce côté de, je peux pas gagner d'argent parce que si à un moment je me retrouve à gagner de l'argent, je suis plus de cette famille en fait. Tu vois.
Ce qu'on appelle une petite loyauté Exactement. à son papa. Donc je précise que tout ça c'est traité chez moi, tu vois. Je veux dire, c'est, c'est traité. En tout cas, j'ai déblayé, on va dire. Ouais. Toujours de quoi gratter un peu. Oui, c'est sûr. Et si tu veux, voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté qui m'a vraiment, mais ça m'a vraiment pourri parce que à un moment, je m'étais dit que j'allais mettre de la thune de côté aussi, parce que mon père me disait aussi c'est important d'avoir des sous de côté et tout. C'est important d'avoir des sous de côté, en même temps il n'en mettait pas. Donc c'était compliqué. Et oui. Et puis toi, tu connais en termes d'éducation, il y a dire et il y a faire. Hein. Exactement. Et puis il y avait aussi ce fameux truc de qu'est-ce qu'on fait de son argent. Et là il y a un autre moment décisif dans l'histoire de ma famille, c'est que mon père a passé 12 ans en procès pour la maison qui avait été mal construite et qui avait des fissures. D'accord, 12 ans en procès, parce que le terrain est argileux, enfin voilà, je vais pas refaire le détail. Et il a gagné son procès. Et à l'époque, j'ai vu de mes yeux vus, quand j'avais 15 ans, je crois, j'ai vu un chèque de 1 250 000 francs, qui servait à refaire la maison. Ce chèque n'a jamais été utilisé pour refaire la maison. Il a servi à dépenser pour acheter notamment un camping-car, enfin voilà. Je vais pas me plaindre, on a passé des super vacances en camping-car et tout. Tu vois, je suis pas en train de critiquer la décision. C'est juste que je me suis rendu compte, grâce à ce travail-là, que ce que j'ai compris aussi, c'est que, en fait, quand tu avais de l'argent pour un projet très précis et qui est quand même un projet vital pour toi, en fait, refaire une maison où t'as pas de fuite d'air, où t'as qui tient debout et où les trucs partent pas en couille, c'est intéressant quand même. Et non, en fait, on a préféré dépenser pour du loisir, etc. Et je comprends aussi, si tu veux. On a préféré, tes parents ont préféré. Mon père. Ton père. En l'occurrence. Oui. Et je comprends aussi, je comprends comment il fait ses choix, si tu veux, comment il a fait ses choix après 12 ans de galère et tout sur le procès, machin. Ouais. Mais en attendant, l'argent, on l'a pas utilisé pour quelque chose vraiment de fondamental, on l'a utilisé pour du loisir. Mais peut-être que ça l'intéressait pas finalement de réparer sa maison. Bah, visiblement non, tu vois. Mais parce que peut-être qu'il se dit cet argent-là, enfin tu vois, il y a 1000 raisons pour lesquelles. Peut-être. Je sais qu'il a voulu en remaster une partie. Pareil, tu vois, quand on n'en a pas parlé, je peux pas. Papa, si tu écoutes cet épisode, viens voir Fabrice. Ça serait intéressant. Ouais, ou va voir Cédric. Viens voir moi, mais non, mais ça serait intéressant, tu vois, d'avoir l'autre version dans l'histoire d'argent. Et on a, mais tout ça, si tu veux, ça a vachement joué sur moi parce que du coup, en fait, pour moi, l'argent, fallait pas le garder. Et à un moment, je me suis dit que j'allais quand même en garder un peu, tu vois. Et j'ai réussi avec le handball, avec le travail et tout. J'avais réussi, quand j'avais 20 ans, j'avais réussi à mettre 6 000 balles de côté. Ok. 6 000 euros, du coup. 6 000 euros. Du coup, pour moi, c'était énorme. Tu vois. Enfin, c'était vraiment énorme. À ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents, j'étais arbitre de hand, je travaillais, j'étais étudiant. Voilà. Donc, j'avais de la thune un peu qui rentrait. J'avais un petit peu revendu du shit, je crois. Parce qu'il y avait eu un arrivage. Ouais, il y avait quelques arrivages comme ça, mais c'était pas le même dealer. Où un pote me disait, tiens, t'es à la fac et tout. Ils ont plus de budget que les lycéens. Et où je disais, bah écoute, très bien. Par contre, je consommais plus que je vendais. Je fumais encore de temps en temps, mais que de la weed. Mais voilà. Et donc, je prenais un peu de thune comme ça. Bref, j'avais 6 000 balles de côté. Bon. La vie a fait que ces 6 000 balles sont parties en fumée. Enfin, pas en fumée. Mais littéralement. Non, pas en fumée littéralement. Non, en fait, j'ai rencontré une meuf. Mais là, on va aller sur un autre sujet qui est la relation, l'amour, etc., la masculinité, tout ça. Bref, j'ai rencontré une meuf qui m'a vidé de mon pognon. Parce que je payais tout. Ah oui. Parce que je lui payais tout. Non, mais elle t'a pas vidé, tu lui as tout payé. Je lui ai donné la carte. Tu vois. Je lui ai donné la carte. Mais tu lui as donné la carte? Je lui ai donné la carte. Je lui avais même débloqué sur les 6 000. Elle avait pris 2000 balles, je crois, pour acheter une voiture d'occasion. Mais t'étais consentant? Ouais. Pas très éclairé, mais consentant, ouais. Non, je veux dire, est-ce que c'était un côté, ça te rassurait aussi peut-être au fond de dépenser cet argent parce que, comme tu dis, c'était chiant d'avoir de l'argent de côté? Non. T'avais fait la paix, en tout cas à l'époque, avec l'idée d'avoir 6 000 euros de côté, quoi. Ouais, j'étais content, j'en voulais même plus, tu vois. Ok. Mais parce que là, tu te poses un peu en victime, mais j'ai l'impression que... Alors, sur ce coup-là, j'étais victime. Par contre, une fois que l'argent a été dépensé, parce que la meuf, elle était hyper toxique. Enfin, ouais. si un jour tu fais un podcast histoire d'amitié, je te raconterai cette histoire. Ok. Là, ça va... C'est une amie? Non, c'était une meuf avec qui je sortais, mais qui, en même temps, se tapait mon meilleur pote. Ah oui. Et tu m'en as parlé très rapidement, je fais le lien. Et moi, elle m'a pris de l'argent, mais elle lui a pris 5 fois plus à lui. Ouais, tu sais compter, ça fait 36 000. Hein. Énorme. Ouais, elle est forte. T'as écouté l'histoire de Carole dans l'histoire d'argent? Pointe encore. 179 000. C'est bon ça. Depuis le collège.
Putain. Non, mais c'est ouf, tu vois. Et non, après là, c'était d'autres choses. C'était le fait, enfin, c'était vraiment de la manipulation, le fait d'avoir perdu cet argent-là. C'était une relation extrêmement toxique. Mais est-ce que tu reviens aussi à ce système que Juliette racontait? C'était une façon comme une autre d'acheter de l'amour. Oui. Voilà. Ah oui, complètement. Oui. Sauf que là, si tu veux, là où je fais vraiment la différence, c'est que elle savait qu'elle me pompait du fric. Mes amis savaient absolument pas. Enfin, tu vois, ils n'avaient pas conscience du truc. Oui, elle savait très bien qu'elle me pompait du fric, tu vois. Oui. Donc. Mais ça te valorisait toi aussi de lui payer des trucs. On parlait de masculinité. Ah, je sais pas, tu vois. Avec le recul. Ouais, sur le moment, c'était plus. C'était la peur qu'elle parte si je payais pas, tu vois. Ok. Ça me valorisait. Je me sentais pas valorisé, non. Je me sentais plutôt comme une grosse merde dépendante. Ok. Oui, parce que je me disais, ok, pas de problème, bébé, je te paye. Non. Parce que, ou alors, ok, j'ai de l'argent de côté, toi t'en as pas, c'est ok que je te paye, quoi. Ouais, bah, au début c'était un peu ça, mais après, tu vois, ça se transforme en autre chose, et puis après, ça se transforme en. Et t'as pas jamais pu mettre de limite, quoi. Non, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Oui. Voilà. Et après, elle s'est barrée. Pas tout à fait, mais pas loin, ouais. Okay. Et puis après, j'ai gagné, j'ai essayé de renflouer un peu le truc. Mais en fait, tu veux, là, par contre, on revient vraiment strictement en rapport à l'argent, c'est qu'en fait, je me suis vraiment dit, à ce moment-là, et c'est marrant parce que je m'en suis rappelé que en revenant sur le sujet, alors j'ai mélangé quelques techniques d'accompagnement que j'ai, donc je me suis fait une petite visualisation à moi-même. Et je me suis rappelé qu'à ce moment-là, je me suis vraiment dit, voilà, en fait, j'avais de l'argent et tu vois, même moi, je suis pas foutu de le garder. Finalement, voilà, je suis comme ma famille, je ne peux pas garder de l'argent. Et je suis vraiment parti dans cette optique-là sur toute ma vie après. C'est-à-dire que je ne peux pas garder de l'argent. Je ne dois pas gagner trop d'argent. Donc j'ai accepté d'être sous-payé. Et je ne peux pas garder beaucoup d'argent. C'est pas possible. Parce que je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire avec, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, donc pour revenir à ton couple, tu t'es marié avec, je sais pas si vous êtes mariés d'ailleurs. On n'est pas mariés. Donc tu as trouvé une compagne qui a une peur de manquer incroyable. Ouais. C'est-à-dire que vraiment. Ouais, et en même temps, Noëlla, je peux pas commenter, mais Noëlla, elle a peur de manquer, mais en même temps, dès qu'il y en a, elle adore le dépenser. Oui, donc on en parlait un peu on en parlait dans l'épisode. C'est aussi un peu une poche percée, quoi. C'est un petit peu le truc, mais c'est vrai que. Et si tu veux, je m'assagis là-dessus avec le temps, mais j'ai passé vraiment des années à me dire. Et en même temps, si tu veux, avec le recul, j'ai passé de belles années, tu vois. Enfin, je suis pas mécontent d'avoir dépensé cet argent parce que on a passé des super moments. Ça fait un moment qu'on est ensemble avec Noëlla, ça fait 18 ans. Du coup, tout ce que je te dis là, c'est vraiment en sortant d'ailleurs de cette relation toxique, peut-être un an après, j'étais avec Noëlla. Et si tu veux, en fait, j'étais content de dépenser cet argent parce que ça nous a fait des vacances. En plus, pendant un moment, c'est vrai qu'on dit dans l'épisode, j'étais le seul salaire du couple. Donc ça nous faisait des vacances et tout. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup d'argent de côté. Non, ça, c'est vrai que. Oui, et puis de ce fait-là, j'ai un peu l'impression que ça manque un peu de conscience. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un vrai côté, c'est super, on kiffe et tout, mais ça vient aussi de ce que tu racontais. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas fait pour avoir de l'argent, donc forcément, faut le dépenser, quoi. Il y a ça, et puis après, c'est là aussi où tu vois la différence il y a un vrai sujet d'éducation à l'argent. Hein. C'est que moi, j'ai pas été éduqué à avoir de l'argent, à le gérer, à l'investir, etc. C'est là où il y a des vrais enjeux d'inégalité sociale qui se creusent dans les familles. C'est que, et on le vit même avec Noëlla aujourd'hui, elle le dit d'ailleurs dans l'épisode, je crois que elle aurait aimé, elle, maintenant qu'elle avait eu un peu d'argent, enfin, pas mal d'argent, de pouvoir savoir comment investir et tout, dans l'immobilier, etc. Et qu'en fait, quand tu viens pas de ces milieux-là, c'est le problème du transfuge, quoi. C'est que tu sais pas comment faire. Et moi, à un moment, j'ai gagné plus d'argent, si tu veux. Mais pareil, je savais pas quoi en foutre. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 4000 balles sur mon compte en banque, tu vois, c'est même pas une énorme somme, hein. Quand j'ai 4000 balles sur mon compte en banque, je me disais, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je le dépense? Tu vois, mais comment je le dépense? Pas comment je l'investis, quoi. Qu'est-ce que je peux acheter, etc. Qu'est-ce que je peux, dans quoi je peux investir, mais comment cet argent peut fructifier? Mais vraiment, c'était comment je le dépense. Tu vois. Et là, tu te dis, bon, il y a un truc quand même, c'est que je suis toujours en train de chercher de l'argent, même si avec le salariat, tu te sécurises. Et en même temps, je ne sais pas quoi en foutre quand j'en ai. Ouais. Tu vois? En tout cas, la seule alternative, c'était de le dépenser. Ouais. Il n'y avait pas la phase, ok, l'investir, le placer, etc., quoi.
Même pas d'épargne, même pas d'assurance vie, même Alors, des si, trucs un peu de base, quoi, entre guillemets. J'ai fait une assurance vie, si tu veux, mais pareil, l'assurance vie, j'ai mis du mal à la faire monter. Ouais. Tu vois, et puis il n'y a pas grand-chose dessus non plus, quoi. Mais, Ok. mais ouais, j'ai du mal à la faire monter. Encore aujourd'hui, là? Ouais, bah aujourd'hui, pour te dire, hein, aujourd'hui, il y a 2700 balles dessus, donc Ok. c'est pas ouf, tu vois. Alors que j'ai ouverte il y a peut-être 10 ou 12 ans, tu vois, mais que je suis allé taper dedans. Ah, ok, je suis allé taper dedans, tu vas ouais. chercher. Ouais, je suis allé taper dedans plusieurs fois, donc voilà, mais pareil, parce que quand tu dépenses, tu te dis, dans le pire des cas, je peux aller chercher cet argent-là. En plus, c'est pas le bon plan d'aller chercher cet argent-là, parce que ça te coûte de la thune d'aller le chercher. Toujours. Voilà. Mais ouais, il y a des trucs comme ça où tu te dis, bon, je sais pas faire, en fait. Je sais pas faire. Et même et le pire là-dessus, si tu veux, c'est que là-dessus, mon père, par exemple, aurait pu m'expliquer. Mais c'est pas un sujet qu'on abordait, l'argent. Tu vois, pas sous cet angle-là, en tout cas. Pas sous l'angle de l'investissement, pas sous l'angle de la gestion, c'est Ouais, ça? ouais, carrément pas, non. Ok. On parlait pas de ça. On te dit ce qu'il faut faire ou pas faire, ponctuellement, tu vois. Ouais. Mais on te dit pas si. Et à un moment, j'étais en rate de thunes. Quand je suis parti de chez mes parents, notamment. Et c'était compliqué parce qu'en plus, tu veux, mon compte était à la Poste, qui était géré la Poste, où à ce moment, c'était mon oncle, qui était aussi fonctionnaire, qui était le patron de la Poste où il y avait mon compte en banque. Voilà, il est arrivé que mon père connaisse mon compte en banque en demandant un tonton, tu vois. Alors que j'étais majeur. Ouais. Je balance. Non, mais les deux sont à la retraite, on s'en fout. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça me fascine toujours les parents qui gardent le contrôle. Ouais, c'était ça. Et si tu veux, c'était pas. Et du coup, en fait, je me sentais pas en confiance sur la gestion de l'argent. Mais parce qu'on m'a jamais fait confiance sur la gestion de l'argent non plus, tu vois. Il y a un rapport aussi à l'éducation, du coup. Bien sûr. Sur le sujet. Vachement, je trouve. Et voilà. Et il y a un moment où j'ai bien été en galère d'argent. J'ai failli être interdit bancaire à un moment. Ah ouais? Ouais. Parce que tu sais, quand t'es à découvert trop longtemps, ouais. et de trop, tu peux être interdit bancaire. Ok. Et à ce moment-là, j'avais tapé de la thune à un ami de la famille qui m'avait dépanné, mais pas mon père, tu vois. Ah ouais? Ouais. T'avais honte? J'avais honte, j'avais peur. Peur du jugement, et puis je savais aussi ce que ça voulait dire que d'aller voir mon père et de lui dire, papa, j'ai pas de thune, est-ce que tu peux m'aider? T'avais quel âge là à peu près? 19 ans, 20 ans. Ok. Ouais, 20 ans peut-être. Ouais, t'étais encore jeune adulte en vrai. Oui, bien sûr. Mais en vrai... C'était pas l'année passée. En vrai, non. Je déconne. En vrai, si tu veux, en vrai, si tu veux, j'étais arbitre de handball de haut niveau. Ça me rentrait un petit peu de sous par mois. Je travaillais chez McDo à l'époque déjà comme équipier. Ouais. J'étais étudiant. Et j'ai pris... et j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. J'ai pas encore quitté chez mes parents, tu vois, que j'étais en galère de thunes. Et en fait, je me disais, mais il va me dire que je fais n'importe quoi. Et surtout, en plus, ce que je voulais pas, c'était le poids à porter, quoi. Tu vois. C'est que je savais que si je lui empruntais de l'argent, si je montrais que je n'avais pas, machin, il allait me dire pendant des années ceci, cela, machin. Et je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Mais je savais pas qu'il avait accès à mes comptes. Voilà, incroyable. Et après, quand il m'a dit, oui, je sais que tu as eu des soucis, machin. Tu vois. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné ou quand est-ce qu'il t'est venu? Quand je me suis barré de chez mes parents, okay. quand j'ai pris un appart avec ma sœur, là, en fait, il n'y avait plus le choix. En fait, si tu veux, moi, et je t'avoue que dans ma vie, ça a souvent été comme ça. Il faut que je me retrouve dans une situation où j'ai plus le choix pour apprendre. Dos au mur. Ouais, dos au mur. Mais tu sais que pendant 3 ans, j'ai roulé avec un seul point sur mon permis. Je me suis mis dos au mur pour me dire, faut que j'arrête de conduire trop vite, faut que j'arrête de conduire comme ça, machin. Je me suis mis dos au mur, j'ai pas eu le choix. Et en fait, pendant 3 ans, ça t'oblige à ça. À ce moment-là, tu récupérais pas des points au bout de 6 mois et tout, tu vois. Donc, pendant 3 ans, t'as la discipline qui s'installe, et après, c'est bon, ça roule. Tu vois. Comme quoi, ça a marché. Et comme quoi, ça a marché. Mais moi, je fonctionne comme ça. Ouais. Mais je le fais encore. Hein. Encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, je le fais encore aujourd'hui. Il y a des trucs où je me dis, j'ai pas le choix. Tu vois, des fois sur des projets, quand je galère, là, tu vois, en ce moment, je galère sur l'écriture d'un manuscrit, je me mets dos au mur.
Je me force à me mettre dos au mur. Tu veux dire que t'attends le dernier moment? Ben, je l'ai même dit à mon éditrice, je lui dis, j'ai besoin que tu me dises que là ça va pas, qu'il faut se bouger le cul, machin. Parce qu'en fait, flagelle-moi. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets. Non. Fesse-moi avec une pelle. Non, je suis désolé si vous écoutez ça, Marie et Cécilia. Bonjour Marie et Cécilia. Désolé. Mais tu vois, je lui ai dit à un moment, il faut me. En fait, il y a des projets où ça va, tu vois, où tu sens que t'es à l'aise, tu vois. Je sais pas. Le premier livre que j'ai écrit, c'était, on m'a dit, faut écrire comme si tu parles à quelqu'un. Ok. Tu vois. Là, c'est une BD. Ok. Et en fait, je ne visualise pas ce que j'écris. Ok. Et du coup, ça me bloque de ouf. Oui. Mais je sais que je peux y arriver parce que le moment où je me suis mis justement, le moment où je me suis mis où j'ai vachement réavancé, c'est le moment où Cécilia a dit, écoute, Cédric, sors-toi les doigts du cul parce que moi, il faut que je fasse le storyboard parce que c'est illustratrice. Ok. Et là, j'ai pas ce qu'il faut, donc je veux pas savoir, tu te bouges, tu vois. Ben, je me suis bougé. Mais Cédric, t'es un grand garçon maintenant. Et oui. T'es thérapeute, t'accompagnes plein de gens et tout et tout. Et oui, t'es parfait. Non, c'est pas que alors j'allais pas dire t'es parfait, mais t'en as conscience. Ouais. Et tu continues malgré tout à être dans le truc. Ouais. Ça doit te faire chier de ouf, non? Ça me fait chier parce que tu te dis aussi, putain, mais merde, Cédric, enfin, tu vois. Mais en même temps. Ah merde, Cédric. non, mais en même temps. T'es qu'une merde. Non, ça, je le fais pas, ça. Ça va. Ça, je le fais pas. Je me dis que je me note pour plus tard aussi, tu vois. Je me dis, la prochaine fois, il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit ceci. Mais il faut aussi que j'apprenne à dire non. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas que ce projet-là allait me demander autant de ressources, me mettre autant en difficulté. Et à la base, c'était un délai très court que j'ai explosé, bien entendu. Et en fait, ce que j'ai dit à l'éditrice, à Marie, je lui ai dit, en fait, j'aurais dû refuser. Ouais. Tu vois, j'aurais dû te dire non. J'adore l'idée. J'aimerais beaucoup le faire. Mais là, je ne peux pas. Donc, soit on se dit que j'ai 1 an pour le faire et c'est cool. Soit on le fait pas. Rappelons aussi que à la base, Cédric, t'es pas du tout scénariste ou quoi que ce soit. C'est pas ton métier. Oui, tout à fait. Et que t'es en train d'apprendre. Exactement. Et je suis en train d'apprendre. Oui. Et peut-être qu'une note BD, ça sera différent, tu vois. Et en même temps, si tu veux, j'aime bien l'idée parce que ça m'ouvre des portes sur d'autres idées que je vais pas développer ici, mais sur d'autres idées, machin et tout. Mais en effet, tu vois, je suis en difficulté, je me mets un peu dos au mur. Et c'est un peu pareil avec la thune. Et avec l'argent. Avec l'argent. Arrête de dire la thune. Ouais, mais j'aime bien dire la thune. Non. Respecte l'argent. Moi, j'aime bien dire l'argent. C'est comme si tu disais le zizi au lieu de dire le pénis. Okay. Utilise le vrai mot, l'argent. Ouais, mais tu vois, c'est pas un gros mot. Non, mais ça, je l'ai entendu aussi, si tu veux. Bah, je sais. Mais c'est pour ça que le mec écoutait. Non, mais ça, je l'ai entendu aussi. Mais en fait, je suis pas dans un rapport. Moi, en fait, quand je dis la thune, je suis pas dans un rapport d'exclusion du mot argent, en fait. Tu vois, au contraire. Avant, je disais, mais ouais. Avant, je disais plus souvent argent. Et en fait, quand je dis la thune, moi, j'aime bien parce que c'est un côté presque affectueux pour moi. Tu vois? Mais je comprends l'idée de dire argent. Parce que c'est vrai que dès que tu dégaines le mot argent, tout de suite, c'est le vrai mot. C'est plus sérieux. C'est le vrai mot. Fait, comme tu dis, c'est comme dire pénis à la place de zizi. C'est ça. Les gens vont projeter vraiment les vrais trucs. Exactement. Tout à plutôt fait. que la thune, il y a un côté un peu, effectivement, léger, quoi. Alors que l'argent, ça ne l'est pas forcément. Mais je comprends totalement ce que tu dis et tu as raison de le dire. Et puis bon, ça fait 14 fois que tu dis thune, maintenant, tu vois, je peux, ça fait 45 minutes qu'on parle, je peux finir par te dire argent, merde. Dis argent, bordel de cul. Mais voilà, et c'est vrai que je me suis un peu souvent mis dos au mur vis-à-vis de l'argent, et là, tu vois, même avec la gestion, tu vois, du podcast et tout, il y a un moment où... là, aujourd'hui, pour expliquer un petit peu aux gens, mais tu gagnes de l'argent grâce au podcast, parce que tu as des sponsors sur ce podcast, un peu comme ce que j'ai moi. J'ai déjà parlé, je mettrai un lien si vous voulez savoir un peu comment ça marche. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Mais aussi, tu t'es accompagnant, on en parle, tu es thérapeute aussi à côté. On en parlera après, parce que tu as juste glissé que tu avais augmenté tes prix, mais c'est tout. Alors, je préfère le mot coach ou accompagnant, parce que le mot thérapeute, il m'embête un peu. Parce que au début, je l'utilisais, et en fait, beaucoup de gens projettent psychothérapeute. Et c'est pas la même chose, en fait. Et donc, je préfère utiliser les bons mots. Les gens projettent les trucs. Hein, mais je comprends. Je pensais que c'était suffisant, si tu veux. Et c'est intéressant parce que là-dessus, quand j'ai lancé cette activité, je refusais le mot consultation et patient parce que je pense que ce sont des mots médicaux et je ne suis pas une profession médicale. Et je voulais que ça soit très clair. Et en fait, même le mot thérapeute, il n'est pas assez clair, je trouve. Maintenant, tu vois. Donc, tu disais, par rapport à la gestion de ton podcast et des sponsoring.
Ouais, bah que même là, si tu veux, tu vois, on en avait parlé d'ailleurs, même pour le premier sponsor qui était McDo et tout, je me suis cassé la tête, machin et tout. Et toi, tu m'avais fait cette remarque où tu m'avais dit, où tu m'avais dit, mais tu vas jamais chez McDo? Je t'avais dit, bah si. Donc, en gros, tu déroges à tes principes pour leur donner de l'argent, mais pas pour leur en prendre. Et c'était une très bonne marque, très bonne remarque. Oui, je te félicite. Avec plaisir, c'est cadeau. Et en effet, c'était intéressant, tu vois, de voir les choses Parce comme ça. qu'en gros, tu avais un sponsor McDo, mais Ouais, que c'était mon premier gros sponsor. Tu avais des remords à faire de la publicité pour McDo. Et plus précisément, c'était pour les livres. C'était pour les livres dans les Happy Meal. Ouais. Moi, je trouvais ça trop bien. Et c'est trop bien. Ouais. Et c'est trop bien. Mais après, il y a eu aussi une amie assistante sociale à qui j'avais posé la question et qui m'avait dit redosse un peu de ta place de bobo là, Cédric, parce que pour des milliers de familles, les livres chez McDo sont les seuls livres qui rentrent dans le foyer et ils sont super importants. Boum. Ouais. Et là, tu vois, dans ta gueule là, le mec de gauche là. Juste après toi, mais en plus, tu vois, c'était juste après toi. Et j'étais là, ok, on va se calmer. on va se calmer. Et voilà. Et c'est vrai que, tu vois, pareil, donc c'était pas évident pour moi. C'était pas évident. Et pourtant, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, dans ma carrière, j'ai acquis la gestion d'entreprise, j'ai acquis la gestion de l'argent, mais c'était pas le mien. Oui, bien sûr. Et c'est ça, la grosse différence. Ça change tout. C'est qu'on me félicitait de faire gagner plus d'argent à la boîte, au patron, aux actionnaires, etc. Tout en m'en faisant, moi, gagner pas beaucoup plus. Oui. C'est le concept du capitalisme. Hein, voilà, pour information. Mais, et en étant mal payé par rapport à mes responsabilités. Mais en effet, quand c'est le tien, bah, c'est plus le même deal, quoi. Tu vois, plus le même deal. Et t'as beau savoir, il y a des choses que t'oses pas faire, en fait. Il y a des choses que t'oses pas forcément aller chercher. Je sais qu'aller chercher les premiers sponsors moi-même, ouais, c'était une grosse démarche. En plus, tu veux, c'était une démarche très difficile parce que, ok, je gère l'entreprise et tout, mais dans la démarche commerciale, moi, j'avais jamais fait de B2B. De business to business. Et en plus, tu veux, même en B2C, donc business to customer, les clients. Donc, en gros, tu vends des produits à des gens finaux. Ouais. Et nous, ce qu'on fait quand on va chercher des sponsors, c'est qu'on va chercher des sponsors d'entreprise à entreprise. Quoi. Oui, voilà. Mais en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as des professions ou même qui font du B2C, du coup, où ils vont chercher les gens. Moi, il y a ce grand truc qu'on m'a dit chez McDo, comme à la Fnac, comme dans d'autres boîtes, comme Bio C'est Bon, enfin voilà, comme d'autres boîtes où j'ai fait, où les patrons avaient la lucidité de toujours dire, n'oubliez pas que les gens vous font le cadeau de venir. Oui. C'est incroyable. Et en fait, c'est quand tu te retrouves à devoir aller chercher tes clients, aller chercher ta thune, que tu te rends compte en effet le cadeau que font les clients aux boîtes d'aller notamment physiquement chez eux. Oui, après la Fnac, ils se sont. Enfin, moi j'ai bossé très longtemps chez Pimki. Donc Pimki, l'une des grosses marques de fringues qui s'est un peu cassé la gueule depuis, mais qui était toujours top of mind à l'époque où j'y étais, quoi. Top of mind, genre quand on disait c'est quoi pour toi les trois meilleures marques, il y avait Pimki qui sortait en prums. Cette boîte, c'était avant tout un peu comme McDo, une boîte d'immobilier, c'est-à-dire que juste ils avaient acheté les meilleurs emplacements dans les meilleurs centres-villes et en gros les gens passent devant, donc forcément ils rentrent, quoi, tu vois. Ce qui est un peu pareil pour la Fnac, ce qui est un peu pareil pour McDo. Mais pour la Fnac c'était un peu différent parce que t'as les pure players, donc Amazon, Cdiscount, etc. Et c'est vrai que tu vois quand j'ai passé mon entretien à la Fnac, c'est là où d'ailleurs le directeur de région qui était directeur aussi de magasin de Bordeaux, Philippe, si tu passes par là. Salut. M'avait dit en effet, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le fait que les clients viennent en magasin, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai cadeau qu'ils nous font. Et pour la Fnac, c'est très très vrai. Bien sûr. Clairement. Bien entendu, il y a l'emplacement et tout. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu maintenant, il y a ce qu'on appelle les pure players. Donc, tout à fait. Toujours est-il que je me retrouve à gérer ma thune et je me retrouve face à ces difficultés. Putain, mais t'as raison en fait. Mais t'arrêtes pas. Je me retrouve à gérer mon argent, mon chiffre d'affaires et que ouais, ça devient. Alors, je mets tout en place, tu vois. Je mets en place le prévisionnel, voilà, je fais mon petit truc qui me rassure, qui me fait du bien. C'est marrant parce que le prévisionnel, ça fait peur à beaucoup de gens que j'ai pu accompagner d'ailleurs, parce que des fois, ça m'arrive d'accompagner des entrepreneurs et entrepreneuses. Et alors moi ça me fait du bien, tu vois, je me dis ok très bien, voilà, je pars l'année là-dessus. Mais en même temps, si tu veux, quand il faut aller chercher l'argent, vraiment, c'est pas forcément évident. Et puis après, il y a plein de trucs où tu te dis, tu sais, au début, quand on vient te chercher pour faire une conférence, par exemple, la première conférence, où tu te dis, putain, combien je fais payer ça? Combien vaut 1 heure de mon temps? Un truc préparé, un truc qui se base sur une expertise, potentiellement on utilise mon nom pour faire venir des gens. Bah oui. Putain, combien je vends ça, quoi. Et tu vois, et donc tu sais pas. Comment t'as fait?
En fait, la première fois, je suis parti d'un principe simple. Je suis parti du principe que les premières, et d'ailleurs c'est un principe que j'applique toujours, c'est-à-dire que quand je lance une nouvelle conférence, elle est à moins 50%. Ok. En termes de tarifs, parce que je la rôde. Parce que je connais pas bien encore mon texte, parce que je connais pas bien mes interactions, mon déplacement et tout. Ma prise de volume sur scène et tout. Et si tu veux, voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Et après, en fait, je me suis dit, combien de temps ça m'a pris à la préparer? Voilà comment j'ai fait un petit peu. Combien de temps ça m'a pris à la préparer? Combien de temps ça va me demander d'y aller, de revenir, dans quel bled et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'étais arrivé à un tarif de 500 balles. Okay. Pour une heure de conf, quoi. Et c'est là où après t'en parles aux autres, puisque tu rencontres d'autres personnes qui font des conférences. Et là, tu te dis, dis donc, je suis pas si cher quand même. N'est-ce pas? Parce que toi, tu te dis donc, 500 balles, c'est quand même bien en une heure. Bah oui. Tu vois, t'es content. Mais en fait, c'est pas une heure. En fait, c'est pas une heure. C'est une journée de travail déjà complète. C'est une journée de travail avec le déplacement, avec la préparation. Et puis même, mine de rien, tu te prépares aussi, tu t'adaptes un peu à un public local aussi. Enfin, quand tu fais les choses bien, tu t'adaptes un petit peu à la localité où tu vas. Et puis, il y a tout le travail de préparation en amont. Et puis, il y a aussi, si on veut aller au bout du truc, il y a aussi, on vient te chercher parce que patriarcat, podcast, visibilité sur les réseaux. Donc, tu as tout ce travail-là. Tout ce travail de communauté et d'animation qu'il faut prendre en compte. Donc, tu as fait comment alors? Tu fais comment alors? Tu as augmenté tes prix? Non, pas forcément. Ça va dépendre des sujets. Non, ça dépend des sujets. Ça dépend de où, surtout. Ce qui est très clair, c'est que ça dépend de où. C'est-à-dire à conférence équivalente, par exemple sur les paternités, l'accompagnement des paternités, on va être sur 500 balles pour les assos. Et on peut monter à 2000, 2005 pour une entreprise. Ok. Voilà. Parce que c'est pas pareil, parce que c'est pas financé pareil, parce que pour différentes raisons. On est toujours dans la mutualité alors. Oui. On revient toujours à ce système. Sur de gauche. Et là où je fais une différence, par contre, c'est que pour les événements féministes, notamment. Là, tu leur fais payer 12 000. Eh ben non, c'est gratuit. Non, je déconne. C'est gratuit. Gratuit? Gratuit, hors frais, bien entendu. Pourquoi gratuit? Parce que j'y vois un engagement militant. Voilà, c'est un côté où je suis très à l'aise avec ça, du coup. Ouais. J'y vois un côté où, voilà, ce sont souvent des festivals aussi, tu vois, qui n'ont pas beaucoup de moyens, là, aussi, du coup. Et où je trouve ça intéressant d'amener peut-être une parole qui est un peu différente. Tu vois, qu'on parlait du congé paternité sous l'angle des droits de l'enfant. Je suis le seul à le faire. Et j'aimerais bien pas plus être le seul à le faire, en tout cas que ça diffuse. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi ce côté, voilà, c'est un côté militant du truc. Il y en a qui m'ont quand même rémunéré. Faut le savoir, il y a des festivals qui ont les moyens et qui ont dit on va te payer comme tout le monde. Et il y en a qui n'ont pas les moyens, ou en tout cas moins de moyens, et qui m'ont dit ok, cool. Qui t'ont dit merci. Cool que tu le fasses gratuit. Carrément merci. Voilà. Bah, trop bien. Mais t'es aligné et tout. Je suis carrément aligné à avec aucun ça. moment tu te dis l'engagement militant ça va bien 2 secondes, mais putain ça fait pas. Après par contre j'ai aucun problème à refuser non plus, tu vois. Là par contre du coup j'ai aucun problème à refuser. C'est que à un moment c'est plutôt le sujet de où est-ce que tu veux aller finalement? Où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que le cœur te porte? Et aussi surtout est-ce que tu es disponible sur un moment? C'est sûr que quand tu dois aller chercher 500 balles, en tout cas quand tu dois aller chercher de l'argent que tu vas gagner. Quand tu dois aller chercher de l'argent. Ouais. Parce qu'il faut que tu rendes du chiffre d'affaires aussi. Il y a un moment où tu dois aller chercher de l'argent, tu vois. Et que bon, t'es pas dans un bon mood ou quoi, ou même ton enfant est malade, tu vas peut-être appeler un relais, puisqu'on a la chance d'en avoir, pour le garder. Alors que quand c'est pour un truc gratuit, tu vas plutôt dire, je vais m'occuper de mon enfant. C'est parce que j'aime bien que les gens parlent d'eux à la première personne, c'est parce que tu dis quand c'est pour ça que je me disais. Ah oui, quand je, oui, c'est pas un problème, mais quand je, enfin voilà, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est juste un côté de relationnel, tu vois. Mais voilà, mais en même temps, c'est ça aussi, c'est un truc sur lequel j'ai évolué. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai annulé une conférence à Besançon parce que j'étais malade. Et que et ça a changé, et pourtant j'avais un billet de 500 balles à aller chercher. Mais t'étais malade au point d'avoir envie de crever. J'étais malade. Donc c'est normal que t'y ailles pas. Pas bien. Mais moi. Tu serais allé avant? Quand je travaillais chez McDo par exemple, j'ai appris qu'il fallait y aller, tu vois.
Et là aussi, le rapport à l'argent est intéressant, on peut aller là-dessus, c'est que l'argent chez McDo, j'étais plutôt bien payé chez McDo par rapport à mon expérience, etc., mon niveau d'études à ce moment-là, etc. J'étais plutôt bien payé, mais on avait des primes facultatives. Je suis en train de faire des guillemets avec mes Des air quotes. Et en fait, du coup, quand tu faisais un truc qui allait pas, ou si t'avais un arrêt maladie ou quoi, on pouvait très bien taper dedans. Ah, ok. Tu vois ? Ouais. Et ça génère un truc. Par contre, là, tu vois, du coup, quand je suis arrivé à la Fnac, qui a été fondée par deux trotskistes, hein, rappelons-le, ouais. Et qu'on m'a dit, non, mais on m'a parlé de, t'as le droit à l'erreur dans la charte de la Fnac, c'est inscrit dans la charte de la Fnac, t'as le droit à l'erreur. Quand on m'a dit, non, mais tes primes sont dépendantes de tes résultats, pas de tes arrêts maladie, en fait. Moi, Quoi ? J'étais là, quoi ? Non, mais je t'assure, et même la personne qui m'a formé, Muriel Vigési, Muriel, si t'écoutes un jour, salut. Je pense qu'elle a vraiment détecté. À un moment, je crois qu'elle m'a dit, mais faut que t'arrêtes avec ça, en fait. Ton salaire ne dépend pas d'un arrêt maladie ou de quoi. Par contre, tes résultats, oui, il faut. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est là-dessus que je regarde, tu vois. Et ça m'a vraiment changé parce que pour moi, c'était si je me mets en arrêt maladie, je vais avoir moins de salaire. Ok. Tu vois. Alors, outre le fait d'être en arrêt, mais tu vois, on va me saquer à un moment quelque part sur ma thune, sur mon argent. Je suis corrigé tout seul. C'est bien. Very good. Mais tu vois. Ok. Et ouais, donc le fait de ne pas aller à Besançon, c'était. Alors, c'était justement, dur pour toi. Justement, c'est la première fois où j'ai dû annuler un truc. Et alors que j'ai sûrement besoin de ces 500 € que j'ai laissé passer. T'as sûrement besoin. Ouais, bah parce que parce que enfin, par rapport à mon résultat, à ce que j'attendais de faire, ils étaient dedans et ils dans ton prévisionnel. Voilà, ils étaient prévus dans mon prévisionnel et qu'à un moment, sur mon prévisionnel, il est aussi fait sur mes besoins. Donc, voilà, potentiellement, j'en aurais besoin. Mais en même temps, c'est la première fois où j'annulais un truc, en l'occurrence rémunéré, et où je me suis dit, et où j'ai eu aucune culpabilité. Ok. Tu vois, de le faire. Bah oui. Voilà. Après, bien entendu, c'est toujours gênant d'appeler les gens et de dire, je suis désolé, je peux pas venir. T'es malade. Oui, mais c'est toujours un peu gênant. Tu sais, tu rentres en empathie avec les gens qui avaient réservé leur soirée pour venir. Voilà. C'est ça, si tu veux, le truc. Après, tu proposes une solution de le faire plus tard, en visio et tout, mais oui, bien sûr, c'est un truc. Après, il y a des trucs aussi, il faut apprendre, je trouve. Il y a des choses où il faut apprendre. Il y a des choses où tu apprends. Moi, on m'a donné une phrase que j'utilise maintenant tout le temps. Quand on me propose un projet, je dis, OK, quel est votre budget ? Voilà. Mais t'as raison, c'est tellement dur quand t'as pas l'habitude. Mais oui, parce qu'en fait, tu sais comment tu fais pour parler d'argent ? Mais oui, tu sais pas demander comment. En fait, tu sais pas demander comment si tu vas être payé et combien tu vas être payé. C'est incroyable. Non, mais c'est important. Oui, bien sûr, t'as raison. Et du coup, je sais plus qui m'a donné cette phrase. Quel est votre budget ? Ouais. Ok. Je sais plus parce qu'on me l'a donné. Peut-être même vu sur TikTok, je crois, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Et vraiment, c'est une phrase qui m'a changé la vie. Bah oui. Parce que tout à coup, tu poses l'argent comme un sujet évident, naturel, et aussi en même temps où tu dis, tu vas pouvoir t'adapter au budget. C'est ça le truc aussi. Bien sûr. C'est que quand t'en fais un sujet, après, ça devient un sujet. Exactement. Et donc tu peux en parler puisque c'est un sujet. Donc ouais, voilà, il y a tout ça qui rentre là-dedans. Et en même temps, après, là, si tu veux, le rapport que j'ai à l'argent maintenant, c'est plutôt un rapport justement de gestion. Par exemple, je fais attention à mon chiffre d'affaires de 2023 parce que je veux pas passer la barre en tout cas pas en 2023, parce que je veux pas passer la barre de la TVA. Ok. Tu vois, je la passerai peut-être en 2024, mais à ce moment-là, je changerai de structure, je pense. Ouais. À un moment. Pour expliquer un petit peu, au-delà d'un certain seuil, parce 39 que là, 100 €. C'est entrepreneur, auto-entrepreneur, pardon. Au-delà d'un certain seuil, tu passes en mode 39 TVA. 100 €. Voilà. Tu payes la TVA, donc la première année où tu la payes que sur là où tu dépasses. Par contre, l'année suivante, tu la payes sur tout. Et tu deviens juste assujetti à la TVA. Ouais. Donc c'est un peu con. Tu vois, si je commençais à payer ma TVA, là, si j'avais une facture avec la TVA fin décembre, par exemple, et que ça me ferait perdre 20% de mon chiffre d'affaires sur 2024, ça serait un peu con. Donc voilà. Mais là, je suis content parce que c'est de la gestion, tu vois. Ouais. Et je sais, par exemple, tu vois, que j'ai plein de factures qui vont rentrer en janvier. Donc je vais avoir un joli compte en banque en janvier. Et en même temps, de par l'expérience là de ces 2 premières années d'entrepreneuriat, je sais aussi que, et c'est là où c'est important l'expérience, je pense, parce que je sais, au travers de mon expérience, de ma formation de gestion d'entreprise et tout, je savais très bien qu'en étant auto-entrepreneur, il fallait que
C'est pas parce que t'as, je sais pas, mettons 15 000 euros sur ton compte que t'as 15 000 euros qui tombent tous les mois ou même tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Tu vois, faut faire très attention. Mais pour autant, dans l'expérience, il y a aussi un moment où tu te dis, putain, cet argent-là, tu vois, je l'ai, j'ai envie de me faire plaisir avec. Voilà, donc ça demande une discipline. Et c'est ça, c'est là-dessus justement que c'est venu le plus me chercher. Ah ouais. Ouais. De pas dépenser l'argent, justement, on revient à ce truc de Ouais. dépenser l'argent. Ouais, de pas le dépenser. Ouais. De pas le dépenser. Et tu vois, c'est un enjeu là, du coup, avec l'arrivée de bébé, parce que cet argent, qui va arriver en janvier notamment, avec les contrats que j'ai signés de sponsoring, il faut pas que je le dépense parce que c'est ce qui va assurer ma sécurité financière pour mon congé paternité et tout. Tu vois. Donc là, j'ai vraiment des gros, pour moi, des choses qui sont pour moi d'énormes enjeux de vie, c'est-à-dire accompagner ma compagne sur la fin de grossesse, sur le postpartum, accompagner l'arrivée de mon bébé, accompagner ma fille aussi sur devenir grande sœur. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est inconcevable que ça soit pas la priorité. Et du coup, j'ai bien anticipé le truc grâce à ça, mais il faut rester dans la discipline. Mais c'est pour ça que je joue au Mahjong aussi. Quel est le rapport avec le Mahjong? Je t'explique. Le Mahjong, tu vois, j'ai fait un tournoi de Mahjong. Alors, pardon, je joue au Mahjong japonais. Mahjong qui est donc, voilà, un je jeu. joue au Mahjong japonais qui s'appelle le Richi, qui est un mélange entre le rami et le poker avec des tuiles. Voilà. C'est un jeu où tu as des points. Et en fait, dans le Richi, si tu veux, quand tu fais des tournois, il faut être discipliné. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas juste te dire, allez, je perds une main, c'est pas grave. Tu vois, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au tournoi de Bordeaux ce week-end. Deuxième partie, j'ai pris un risque avec des joueurs de haut niveau. J'ai payé. T'as planté, tu t'es fait planter. Ouais. Alors, j'ai pu remonter un peu, mais ça te plante ton tournoi. Ok. Tu vois. Et c'est là où je me suis dit, putain, faut vraiment travailler la discipline. En fait, c'est ce genre de jeu qui m'aide à travailler ma discipline. Ok. Tu vois. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est vraiment rester dans la discipline. Parce que les idées, la créativité, l'énergie, le fait d'aller oser chercher l'argent maintenant, c'est plus un problème. Le fait de me discipliner. Ouais, mais tu vois, ce que je ressens aussi chez toi, c'est qu'il y a une forme de contraction un peu par rapport à cet argent. Toujours, hein, je perçois, tu vois, de te dire, ok, donc déjà, tu as ce plafond de 39 100 euros qui est en fait un plafond de verre, alors certes, qui est administratif, etc., mais qui est quand même là, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas faire plus. Tu peux, mais tu décales tes factures. C'est ça, c'est ce que je te dis. Et donc, tu es en train de te dire, ok, potentiellement, ça veut dire que l'année prochaine, peut-être je change de statut, etc. Mais ça implique d'autres frais, ça implique plein d'autres choses. Enfin, c'est plus la même activité, quoi, clairement. Mais tu vois, je sens quand même une forme de contraction par rapport à ça, parce que en vrai, tu peux aussi te dire, ok, soit je me discipline et je fais en sorte de dépenser moins, ce qui est, enfin, en tout cas, de dépenser, de rester dans mon cadre, soit tu t'ouvres à l'abondance aussi. Tu t'ouvres à aller chercher plus. Ce qui n'est pas du tout le même état d'esprit. Ouais, mais j'ai pas forcément envie d'aller chercher beaucoup plus, en fait. Et là c'est pas une question de blocage. Ok. C'est aussi lié à BB2. Ok. Je déteste quand il dit ça parce que vraiment on dirait le forum de femmes enceintes. C'est magicmaman.com. On va chez Gigi, rendez-vous chez Gigi pour aller voir BB2. Non mais blague à part. Oui, donc c'est lié à la conjoncture du moment. Oui, c'est lié à ça et c'est aussi lié à l'instruction en famille parce que je suis pas à l'abri que Sarah ne veuille pas forcément continuer l'école. Alors oui, pour expliquer aux gens, ta fille était en instruction en famille. Voilà. Elle est maintenant à l'école, dans une école privée. Mais pas trop cher. Et ça lui plaît pour l'instant. Mais en fait, pour l'instant, le deal, c'est elle peut potentiellement, si tu veux, sortir de l'école quand elle veut. Et il faut pouvoir... Enfin, voilà, moi, je veux que ça reste une option. Okay. Et là, en fait, en 2024, il y a l'arrivée donc, de l'autre enfant. Et bon, je pense qu'elle va finir son année scolaire. J'ai un petit doute sur le début de CP, tu vois. Parce que il y a un gap quand même entre le CP et la grande section. Mais ça va aller, ta fifi, elle va s'adapter. Non, mais bien sûr. Oui, mais elle peut s'adapter, mais elle peut aussi pas aimer ça, tu vois. Ouais. Moi, enfin, je sais que ça peut être difficilement compréhensible par les gens qui ont toujours connu l'école et qui voient l'école comme l'évidence. Mais pour moi, elle a le choix d'aller à l'école ou pas. Et je tiens à lui préserver ce choix. Et du coup, en effet, m'ouvrir à l'abondance, c'est aussi m'ouvrir à plus d'activités.
Ok. Et j'ai pas de Non, mais problème c'est une avec autre ça. abondance à ce moment-là. Et c'est C'est exactement. pas une abondance qui est liée à l'argent. Exactement. Et c'est ce que Ok, je voulais ok, ça me va. expliquer, Ok. c'est que c'est une autre abondance, c'est une abondance de je passe du temps avec mes enfants. Ok. Je suis là pour je suis là pour son petit frère. Voilà. Oh, scoop papa, Po, 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 qui amène d'autres questions. Oui, plein. Mais J'ai un podcast, mais c'est voilà. l'histoire de mec, si tu veux, c'est super. Et si tu veux, c'est en effet c'est une autre abondance. Ouais, ça me C'est va. pas une abondance d'argent. Ouais. Mais là, par contre, l'argent me permet cette abondance. Mm. Le niveau d'abondance d'argent, enfin le niveau d'argent que je me suis fixé, me permet cette abondance personnelle. Parce que je vois plutôt l'argent comme un outil, tu vois, comme un moyen, que comme c'est plus un truc qui me fait peur. Quoi. Ok. Et en effet, par contre, c'est vrai que voilà, je pense que si Sarah, ça se passe bien à l'école et sur la durée, je pense qu'en effet, j'irai chercher plus d'argent. Ok. Mais là, vraiment dans l'optique de rentrer, pas dans la dépense. Voilà, j'aimerais avoir l'argent pour, enfin, aller chercher plutôt plus d'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir sécuriser ce côté-là. Ben aussi parce que tu arrives à 40 ans, que tu te rends compte que, dis donc, dans 25 ans, il y a, il y a peut-être une retraite qui s'annonce et que ça se prépare et que comme tu es plus salarié, il va peut-être falloir que tu te prépares tout seul. Oui, puis t'es pas obligé d'aller. Enfin, tu vois, tu peux aussi avoir une retraite différente. Oui, tu peux aussi avoir une retraite où tu travailles. Enfin, ouais, voilà. Voilà, mais un peu plus choisi, quoi. Oui, complètement. Mais voilà. Après, si tu veux, il y a quand même ce côté chez moi où trait de gauche peut-être. Mais non, en fait, il y a aussi ce côté chez moi où souvent je me dis j'aimerais bien que l'argent ne soit pas un sujet, tu vois. Que ce soit pas, tu vois, je veux dire que en fait, ça c'est un truc qui m'a vraiment pris avec l'entrepreneuriat. C'est que quand t'es salarié, tu te dis l'argent c'est un sujet, mais en fait t'as de l'argent qui tombe tous les mois quand même. C'est juste la façon dont tu le gères qui va différencier quand même beaucoup de choses dans ta vie. Mais quand t'as plus d'argent qui tombe tous les mois, l'argent devient un sujet. Pas forcément un sujet désagréable, tu vois, mais il faut y penser. Oui, bien sûr. Il faut y penser. Et si tu veux, je rencontre des gens maintenant, parce que tu vois, je connais des gens qui sont un peu connus ou des gens qui sont nés avec qui ont un argent et qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ça, j'en connais 2 dans mon entourage hors réseau et tout. Et ce sont des gens, en fait, pour qui l'argent n'a jamais été c'est pas un sujet. Et je me dis, j'aimerais bien goûter à ça, tu vois. Tu vois, je me dis, mais pas en mode jalousie, si tu veux. Ouais, je comprends. Et je me dis, c'est quoi ta vie quand tu n'as jamais besoin de te dire, il faut que j'aille chercher de l'argent. Tu vois, que ce soit en allant travailler de manière salariée ou alors j'ai écouté des épisodes que tu as fait là-dessus, mais notamment la montagne, ce qu'il y a derrière la montagne de l'argent, c'était intéressant, mais je me dis j'aimerais bien goûter à ça, tu vois. Peut-être juste même 1 an ou 2 parce que je pense qu'à un moment je me ferais chier en vérité. Mais j'aimerais bien, je me dis tiens, ça fait quoi de vivre ça, tu vois. Ça fait quoi de vivre un moment où t'as plus besoin de... Mais t'es déjà en train de le vivre en fait, puisque t'es toi-même en train de faire le choix de je vais limiter l'argent pour d'autres choix de vie. Donc en fait, t'es en train de mettre l'argent, t'es en train de décider qu'en fait l'argent n'est pas un problème. Oui, mais ça, si tu veux, c'est on revient à cette idée de contraction. C'est partiellement vrai quand même, si tu veux. C'est que... Je crois pas. C'est dans ta tête, c'est ce que t'es en train de te raconter. Mais non, c'est que pour arriver à ce niveau d'argent, si tu veux, il faut que je produise mon podcast, que je crée, que je génère des écoutes. Enfin, il faut que l'argent rentre quand même. Ah, tu voudrais devenir rentier. Ouais, mais en fait, je me demande ce que ça fait de vivre ça, en fait, tu vois. Voilà, rentier, si tu veux. Voilà. Je me dis, comment tu fais? Qu'est-ce que ça fait de vivre ce moment où tu n'as pas à penser à l'argent? L'argent vient, tu vois. Ou l'argent est là, héritage, ce que tu veux, peu importe. Ah ouais, donc pour toi, il faut qu'il tombe. Non. Du ciel. Non, mais en plus, je dis pas il faut, c'est quelque chose que je peux créer. C'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est quelque chose que je peux créer. Ok. Et justement, ça sera peut-être ça l'objectif. Ouais. Si à un moment... c'est l'étape d'après, à mon avis. Tu vois, dans ton cheminement. Voilà. Comment tu fais pour que... J'aimerais bien. En fait, j'aimerais bien. T'as dit j'ai déblayé tout à l'heure. T'as dit j'ai déblayé, tu vois. Parce que c'était pire avant. Mais je sais bien. Et en fait, quand tu dis j'ai déblayé, tu vois, je sens qu'il y a encore un truc chez toi, sans doute, pour que ça fluidifie, quoi, tu vois. Mais déjà, le simple fait, tu vois, quand tu me dis, ok, bah en vrai,
je me limite par rapport à l'argent et tout parce que j'ai des choix de vie, mon enfant, mes enfants d'une manière générale et tout, ma compagne, machin, moi je trouve ça hyper fluide, quoi. Ah, mais je suis hyper à l'aise en plus avec ça. Tu vois. Ok. Après, ça entraîne d'autres questions, tu vois. Bien sûr. Comme ce que j'évoquais aussi au début, vite fait, c'est image de l'enfant, réseaux sociaux, argent. C'est des vrais sujets aussi, tu vois. Et toi alors, comment tu te positionnes aujourd'hui ? T'as vendu l'âme de ta fille au diable, c'est ça ? Non, pas du tout. non, mais... Moi, je te dis ça parce que je sais que des gens pensent ça. Il y a un truc qui m'a marqué, par contre, dans l'épisode qu'on a fait, c'est que... Je mettrai un lien pour les gens qui veulent. Je parle très ouvertement du fait que je sais très bien que montrer ma fille sur les réseaux, ça va augmenter potentiellement la visibilité des trucs et que ça va amener des partenariats. Ouais. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas spécialement le cas, mais bon, bref. Pas tant que ça, quoi. Tu peux pas savoir. Oui, tu peux pas savoir. T'as pris cette décision-là maintenant. Mais mais tu vois, je la montre pas tant que ça non plus, tu vois. Quand tu regardes mon Instagram, t'as pas plein de posts avec ma fille et papa qui font des trucs. Alors que c'est ça que les marques veulent. Ouais. Et je ne pense pas en arriver là. On verra bien de quoi demain sera fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a notamment une personne qui m'a vraiment attaqué de manière très virulente sur mes réseaux et même jusqu'à LinkedIn, tu vois. Donc le truc pro, quoi. En indiquant que voilà, j'étais le dernier des pourris d'oser parler d'argent comme ça avec ma fille et tout. Et c'est intéressant parce que je me suis dit, ok, il me dit, ouais, je me désabonne et tout, machin, c'est pas possible, t'as pas de principe, ok, très bien, pas de problème. Et je me suis dit, ok, donc ce mec ne doit pas suivre des comptes qui montrent leurs enfants. Sauf qu'en fait, si. Et il fait des comptes qui montrent même plus leurs enfants que moi, mais qui n'ont jamais dit qu'il y avait un lien avec l'argent. Tu vois ? Bien sûr. Et là, je me dis, il y a une espèce, alors peut-être d'hypocrisie peut-être, enfin je sais pas, ou de voilage de face, tu vois, en mode, mais tu vois pas que c'est pas de l'hypocrisie, c'est la projection c'est sa projection à lui sur l'argent. Oui, bien sûr. C'est pas une et c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, pour finir là-dessus, quand tu dis il faut utiliser le mot argent, c'est que en effet, tu vois, le simple fait d'avoir prononcé argent avec image d'enfant à côté, j'étais devenu le pire des salauds, quoi. Tu vois, alors que je vous laisse les gens aller voir sur Instagram à quel point ma fille est utilisée, la pauvre. Oui, puis pour remettre un peu de contexte surtout, c'est que t'es dans une logique aussi de finalement ça va lui payer ses études, enfin ça va finir par ruisseler, quoi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Alors d'une manière ou d'une autre, et même la logique de départ, elle était même pas là. C'était qu'on voulait pas gagner forcément plus d'argent dans le foyer, mais si je pouvais faire rentrer plus d'argent, ça permettait à Noëlla d'être moins sous pression financière, puisque c'est elle qui a la plus grosse pression financière dans le foyer, et donc d'être plus présente auprès de sa fille, tout comme sa fille le réclame et tout comme elle aimerait le vivre. Bon, et voilà, c'était le très bon moment pour que cette interview s'arrête, puisque tout simplement, mon enregistreur n'a pas enregistré la dernière minute de cette interview, en tout cas ma voix. Donc, je voudrais tout simplement dire merci beaucoup à Cédric et vous dire que si vous voulez retrouver tous ces contenus, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'argent. Merci beaucoup pour votre écoute et je laisse le mot de la fin à Cédric. L'argent, pas la thune. C'est on gardera ça en quote, l'argent, pas la thune. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.